Good morning, everyone. Good morning, colleagues. Bonjour, chers amis, collègues. Nous débutons le dernier jour de ce congrès et l'idée, c'est comment est-ce que nous pouvons promouvoir favorablement ce mouvement à partir de nos engagements à tous les niveaux. Hier, nous nous sommes penchés sur l'étymologie de ce que signifie le mot engagement. Et j'ai trouvé assez intéressant que ce mot trouve ses racines dans le mot latin, et qui signifie committere, qui signifie unir, relier, connecter, combiner ou confier. J'ai été assez surpris, malgré le fait que je suis un locuteur d'une langue de racine latine. Et j'ai également consulté les définitions du mot engagement. Et j'en ai lu une qui m'a particulièrement interpellée. Un engagement est une promesse d'être fidèle à quelqu'un ou à quelque chose. Cette séance plénière mettra en évidence comment cette promesse de loyauté envers le mouvement en faveur des personnes âgées à tous les niveaux se renforce mutuellement de cadres réglementaires mondiaux aux mécanismes de coordination régionaux, en passant par les stratégies nationales et l'innovation au niveau et les actions menées par les communautés. En présentant les expériences de divers acteurs, cette séance devrait montrer comment les engagements alignés sont susceptibles d'accélérer les progrès et maintenir l'élan du mouvement en faveur des aînés. Et pour inspirer les participants, la séance plénière présentera également quelques avancées notables au travers de nos intervenants. Donc, nous avons un agenda chargé et j'essaierai de garder un peu de temps pour les questions à la fin. Mais sans plus, je vais passer la parole à ma collègue Amal Abourafet, qui est responsable du programme de l'unité sur le vieillissement, département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Donc, j'ai quelques questions. Amal, à l'échelle mondiale, nous avons des États membres qui ont pris des engagements fermes dans le cadre de l'initiative telles que MIPA, M-I-P-A-A, et la décennie des Nations Unies. De votre point de vue, que signifient concrètement ces engagements aujourd'hui et où voyez-vous les meilleures opportunités visant à accélérer leur mise en œuvre dans tous les pays? Bonjour à toutes et à tous. Merci Thiago d'animer ce panel. Et cette question m'a paru extrêmement complexe et difficile à répondre. Et la réponse dépendra de qu'attendons-nous. Si nous pensons que les gouvernements se rassemblent et réfléchissent aux enjeux, comment procéder, que faire, et à ce moment-là, si nous en restons là, nous serons déçus. Si nous pensons que ces engagements multilatéraux vont aborder les soins, les parcours de soins pour les personnes, toutes les activités, alors à ce moment-là, nous serions également déçus. Ce n'est pas ce que font les accords multilatéraux. Leur but est d'être plus doux, plus flexible, mais plus important. Ils vont créer cet espace pour un échange, pour une vue partagée. Et je crois que ceci est très important parce que j'entends que le vieillissement est un sujet à part. Je suis sûre que le vieillissement est particulier à tout à chacun. C'est une opportunité. Ou c'est une opportunité, c'est un problème, c'est une expérience personnelle ou c'est une politique publique? Est-ce que cela devrait être une pression sur la politique fiscale ou est-ce un moteur pour aller vers une économie solide? Est-ce que c'est une question des droits humains? C'est une question pour un gouvernement central ou est-ce que cela doit être abordé au niveau local, communautaire? Et nous faisons un peu la même chose avec nos aînés. Est-ce que ce sont des personnes qui
sont autonomes ou sont ceux qui sont laissés en arrière, de côté, sont mis de côté. Et un peu comme moi, le vieillissement n'agit pas de façon normale et cohérente. Il y a différents aspects et ceci va ajouter un degré de complexité à tous ces engagements que nous avons pris. Et à ceci, nous devons ajouter un autre ingrédient. Nous sommes dans un monde incertain. Une incertitude géopolitique, une incertitude économique, une incertitude sociale, une baisse de la confiance dans les élus. Mais la démographie n'est pas incertaine. Loin de cela. La démographie n'attendra pas que nous atteignions des consensus. Et pratiquement tous les pays au travers du globe, au nord et au sud, ont déjà entamé leur transition et leur parcours vers une transition vers un vieillissement. Et ceci rajoute une autre couche à ces engagements, car tous les pays ne sont pas au même stade. Mais nous allons tous dans la même direction. Et dans une génération, nous allons voir 3 seuils démographiques. Nos aînés vont avoir des enfants de 18 ans. Après, il y aura des personnes de plus de 80 ans qui auront des petits-enfants. Et il y aura de plus en plus de centenaires également. Le mois dernier, Lego avait la phrase plus géniale que j'ai jamais vue. Mettez-vous à jour. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'une boîte de Lego arrive à saisir ce qu'est le vieillissement. Et si nous ajoutons à ceci le fait que nos aînés sont diverses, et j'ai pu le constater quand je prends les transports en commun. Moi, j'habite à Manhattan et je dois me déplacer pour aller au travail. Je prends le bus, les premiers sièges sont vides car ils sont réservés pour nos aînés. Bon, et je prends juste les sièges qui sont derrière. Mais donc, le bus se remplit très vite. Et moi, j'ai été bien élevée. On m'a toujours dit qu'il fallait que je laisse ma place aux aînés. Et voilà. Un aîné m'a dit une fois, merci, mais je descends au prochain arrêt. Donc cette personne n'avait aucun intérêt dans le service que je lui offrais, c'est-à-dire cette place libre, ma place. Et une autre personne m'a dit, écoutez, je ne peux pas m'asseoir, je viens d'être opéré le genou, je préfère rester debout. Donc il ne voulait pas s'asseoir. Une autre dame est venue, elle a pris ma place, elle a dit génial. Elle voulait avoir un petit peu plus de place pour sa canne à côté. Et il y avait une autre dame qui est venue également, il m'a dit qu'est-ce qui vous dit que j'ai besoin d'un siège dans mon aspect physique? Alors, j'ai appris à demander, à poser la question, souhaitez-vous vous asseoir? Et pour que la personne puisse choisir si réellement elle voulait s'asseoir ou non. All of these makes one think. Tout cela nous permet de penser quelles sont les opportunités d'aller de l'avant, faire en sorte que ces engagements deviennent quelque chose de courant, une pratique courante. Et lorsque je jette le regard en arrière, il y a une vingtaine d'années, c'est le pouvoir de l'État qui va au-delà des priorités à court terme et qui maintient cette conversation. Cette conversation est essentielle pour aller de l'avant. Et toutes ces démarches incluent celle qui a eu lieu ici il y a 25 ans dans ce pays, à Madrid plus particulièrement, a commencé une lignée d'événements et de démarches, inclut ce réseau
réseau de villes et communautés amies des aînés. Et je pense que ces liens, ces connexions qui visent à entretenir les relations multilatérales entre gouvernements, locaux, autorités, et malgré tous ces écueils et ces complexités, ce mouvement est essentiel pour que cette conversation continue à exister. Et j'espère que j'ai pu vous montrer la complexité de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et j'ai hâte d'entendre ce que vont dire mes collègues. Merci. Merci beaucoup, Amal. Et donc, nous devons donc aborder l'incertitude de la démographie. Merci, Amal, de vos propos. Nous passons des engagements mondiaux à un leadership régional. Donc, nous allons passer la parole à Louise Schild-Thomassen, qui est conseillère principale du Centre nordique du bien-être, Nordic Welfare Center. Pour ceux qui ne connaissent pas ce centre, c'est un des plus récents de l'écosystème favorable aux aînés et le premier organisme régional dirigé par un gouvernement. Donc, Louise, d'après votre expérience, qu'est-ce qui a fonctionné jusqu'à présent pour promouvoir la collaboration, le partenariat entre les pays et surtout, quelles sont vos prochaines priorités visant à renforcer encore davantage le leadership régional? Merci, merci Thiago. Merci pour cet accueil. Je voudrais brièvement présenter mon centre et je vais donc essayer de vous parler comment nous travaillons, de vous décrire quelle est notre région. Nous recouvrons 28 millions, une population de 28 millions de personnes. Nous allons du Danemark jusqu'à Groenland, qui a une densité de population de 0,04, ou même la Finlande ou le nord de la Norvège, qui a une densité de population de 1,5 si nous comparons avec le Danemark, qui est beaucoup plus peuplé. Je sais que les chiffres ne sont pas sur ce slide, mais c'est pour que vous ayez une idée de grandeur des différentes régions situées au nord. Nous avons la Finlande, qui est l'un des pays qui vieillit le plus au nord. En 2040, nous représentons 40%, les seniors représentent 40% des habitants. Donc, nous vieillissons, mais à un rythme différent. Il y a 8 pays, la Suède, l'Irlande, le Groenland, les îles Féroé, qui sont entre la Finlande et la Suède. Je n'aurais dû le mettre sur le slide, je ne l'ai pas fait, excusez-moi. Donc, le Conseil nordique des ministres, il y en a concrètement 12, et le Nordic Welfare Center est une institution qui a été créée en 1971. Ce conseil coopère au niveau du gouvernement et a été donc créé en 1971. Le traité de Helsinki est à la base de sa création et il s'agit d'une plateforme de coopération. Notre mandat est de soutenir la coopération dans la région nordique, soutenir des experts à différents niveaux, dans différents ministères. Nous sommes là pour soutenir les villes et le réseau donc Amis des aînés. Et nous sommes également une institution de référence, c'est-à-dire que nous essayons de jouer sur des acteurs clés pour disséminer les connaissances. Nous travaillons aux côtés du Conseil nordique des ministres. Nous avons des collègues dans des institutions de recherche qui essaient donc de
faire des études dans le domaine de l'alimentation, des graines, etc. Donc, nous sommes présents dans différents domaines. Notre mandat est en effet de rallier les experts et les chercheurs. Donc, nous avons rejoint donc le réseau nordique pour les communautés et villes amies des aînés. Nous avons commencé à le coordonner en 2017 avec différents experts. Je tiens à préciser que je travaille dans le domaine de vieillissement, mais j'ai des collègues qui travaillent dans le domaine de la santé publique, inclusion, enfants et donc mineurs, handicap, etc. Donc, le réseau nordique Amis des aînés et travaille pour des villes qui sont membres de ce réseau. C'est comme la porte d'entrée pour devenir membre de ce réseau nordique. Nous avons également au sein de ce réseau des acteurs clés. Nous avons des régions pionnières. Nous avons la région de Jönköping en Suède. Nous avons donc, nos membres sont 27 villes en toute la Suède. Notre mandat s'articule sur les priorités des pays nordiques à l'horizon 2030. Ceci repose sur une égalité d'accès aux services sociaux, un renforcement de la santé mentale et prévention de la solitude, et aider les individus à mener une vie saine et épanouissante, et ce grâce à des approches préventives et durables. Ce sont des démarches, des approches. Il n'y a pas de loi de réglementation sur lequel reposent ces différentes priorités. Et nous, au sein de notre centre, nous n'avons pas l'autorité. Nous conseillons et donc ce sont des engagements volontaires qui font partie de cet agenda. Et pour aller droit à pour répondre à votre question, quelles sont les bonnes pratiques? Je ne pense pas que ce soit réservé aux pays du Nord. Il s'agit d'assurer la continuité, la structure, essayer d'établir des liens entre les experts, les élus, et essayer de travailler sur la base d'un programme qui émane des municipalités. Il n'est pas toujours évident de travailler avec un agenda horizontal, mais ceci nous permet de nous munir d'un cadre pour continuer à établir des liens entre nous. Ceci renforce les engagements, le fait d'avoir ces espaces. Et également, pouvoir avoir un leader, en quelque sorte, une personne qui traduit les exemples et les connaissances entre les pays et tous les niveaux. Comme nous avons pu constater ici lors de ces conférences, nous avons une multitude de projets. Mais qu'est-ce qui fonctionne réellement? Quelles sont les bonnes pratiques? Donc, nous essayons de les identifier et de diffuser ces exemples et faire en sorte que ces connaissances puissent traverser les régions, mais également les niveaux, c'est-à-dire des praticiens aux élus et à l'inverse également. Quelles sont nos priorités en tant qu'affiliés? Nous avons énormément de thèmes importants, mais pour commencer, je dirais que nous sortons vivement comme un défi structurel important, c'est-à-dire qu'il faut, comme d'autres pays et de régions, nous avons
une pénurie d'effectifs dans le secteur des soins de longue durée. Nous manquons de formation et c'est un projet qui nous tient à cœur. Je pourrais peut-être vous en parler un peu plus tard, peut-être pendant les questions. Nous avons également une population de personnes aînées issues de l'immigration. Ce n'est pas un groupe homogène. Il y a différents défis de santé, économique, solitude. Bon, je me doute que vous connaissez quels sont ces défis. Donc, nous prétendons co-créer avec les personnes aînées des projets. Et ici, j'ai 5 villes qui m'ont accompagné, qui sont ici au Coursal, et vous pourrez peut-être vous approcher d'eux. Et il faut également relier la région nordique au réseau mondial, et à l'inverse également. Je vais ramener chez moi énormément d'idées, cela ne fait aucun doute, et nous prétendons voir comment nous pouvons soutenir de façon systématique le développement, mais également l'évaluation d'initiatives amies des aînés. Et je suis sûre que cela contribuera à l'essor de la communauté globale. Et ça sera tout pour ma part. Ah non, attendez, j'ai une autre slide. La dernière, je suis ici pour faire de la publicité. Voilà, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur les pays du Nord, voici une petite brochure, un petit document, enfin un rapport que nous avons publié. C'est un rapport assez facile à lire qui vient tout juste de sortir du four. Vous pouvez consulter notre site web. Ce sont des présentations de différentes communautés de la région, des régions du Nord. Merci, ce sera tout. Merci, Louise. C'est tellement important d'avoir des organisations comme celle-ci qui nous permettent de nous aider à coordonner. Merci, Louise, pour cette présentation. J'ai hâte de lire le rapport. Nous passons du régional au national. Nous allons passer la parole à Brunet, Siti Manawed, qui est donc au responsable de la santé, ministère de la Santé. Brunet est également l'un des affiliés, le membre le plus récent, aux côtés de Costa Rica et la Pologne. Et le premier pays à majorité musulmane. Quelles sont vos prochaines étapes pour promouvoir les actions favorables aux aînés au niveau national? Et comment prétendez-vous contribuer au-delà de vos frontières pour inspirer ou soutenir d'autres pays? Merci, Thiago. Merci de vos propos chaleureux. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être ici. C'est un honneur de représenter Brunei, un petit pays à l'autre bout du monde. Nous avons passé une trentaine d'heures pour venir ici. Ça a été assez long, mais c'est génial d'être ici aujourd'hui. Je voudrais donc remercier l'OMS de son soutien tout au long de ces dernières années. Je voudrais remercier Thiago, toutes les régions qui font partie de ce grand réseau, qui nous ont soutenus sans relâche et qui nous ont poussés à devenir affiliés. Un tout petit peu d'informations. Brunei est un tout petit pays, comme je viens de le dire. Nous avons 450 000 habitants environ. Et 300 et quelques sont locaux. Donc, 300 000 sont locaux. Donc, quand nous nous comparons avec vos pays, vos régions, nous sommes une minorité en termes de démographie. Et pour parler de la démographie, Brunei est un des pays qui
accélère son parcours vers le vieillissement. Donc, nous allons donc devenir un pays, un vieux pays qui, donc, le vieillissement est un défi important que nous devons aborder. Quand il s'agit de parler de nos aînés, l'un de nos engagements en termes de ce que nous allons faire, c'est que nous souhaitons utiliser les mécanismes de marketing social et le plaidoyer. Je ne suis pas sûre. Dans votre pays, donc souvent, nous tournons le dos au vieillissement. Il y a un déni. Je ne sais pas si c'est au Brunei, mais dans d'autres pays. On pense toujours que nous sommes encore jeunes, loin de cela, mais nous ne pouvons pas tourner le dos au vieillissement. À Brunei, nous voulons donc sensibiliser nos décideurs politiques, les parties prenantes sur ce qu'est le vieillissement et sur la question des communautés amies des aînés. C'est encore un nouveau concept chez nous, c'est-à-dire que la population essaie de digérer et de mieux comprendre ce que sont ces communautés amies des aînés. Il faut donc sensibiliser toute la population. Et chez nous, nous sommes très fortunés. Nous sommes un petit pays, comme je l'ai dit. Nous avons un réseau très étroit et même si on est tous très près les uns des autres. Donc, il y a une coopération étroite avec les différents départements du gouvernement, le secteur privé, également les ONG. Il est donc intéressant de parler de ce réseau étroit de coopération. Nous voulons donc élargir nos partenariats et renforcer l'adhésion de secteurs concernés, car ce parcours peut être difficile. Mais si nous le faisons ensemble, simplement pour vous dire, nous avons commencé en 2020 avec un plan donc de Amis des aînés. Et au fil des années, il y a eu des hauts, des bas, et ça peut être un parcours semé d'embûches. Mais nous avons pu compter sur le soutien international et sur le soutien régional. Et donc, ainsi, nous avons pu progresser dans ce domaine. Et je crois qu'un peu comme vous tous, nous voulons pouvoir co-concevoir avec les aînés. Chez nous, en Brunei, c'est sûr que si nous parlons des infrastructures, oui, c'est vrai, nous avons beaucoup de chance. Et c'est vrai que nous avons travaillé aussi déjà dans nos communautés du point de vue du logement. Oui, nous avons encore des problèmes, bien sûr, mais nous avons de bonnes connexions et nous avons aussi de très étroits rapports entre les personnes aînées et les jeunes. Oui, il y a un bon équilibre. Et voilà, la connexion est très importante pour nous. Et nous travaillons aussi la main dans la main avec les secteurs, par exemple, qui travaillent du point de vue de l'environnement. Alors, quelles sont nos contributions? Bon, je crois que c'est similaire. Nous voulons partager des connaissances, apprendre les uns des autres, mais il y a des éléments essentiels que nous voulons pour Brunei, et c'est que nous voulons avoir un commentaire avec d'autres villes. Nous voudrions, par exemple, c'est sûr, nous avons des liens avec la Malaisie et le Singapour, par exemple. C'est sûr que là, nous avons créé des communautés amies des aînés. Alors, l'idée est d'avoir un commentaire avec d'autres villes et aussi avec d'autres pays dans le monde, afin de pouvoir apprendre les uns des autres et partager les bonnes pratiques. Nous voulons aussi promouvoir la collaboration entre les villes jumelées. Chaque ville va avoir ses propres caractéristiques avec leurs infrastructures, leur ambiance, leur manière de vivre. Mais des millions, nous avons
dans ces millions de villes, c'est sûr qu'il y aura des villes avec lesquelles nous partageons des éléments. Alors pourquoi ne pas promouvoir des jumelages pour ne plus être seul, puisque c'est un voyage compliqué. Nous avons tendance à être compétitifs, les pays asiatiques. Alors on se compare toujours avec Singapour. Alors imaginez Singapour qui sont déjà là, tellement avancés. Se comparer vis-à-vis d'eux, c'est sûr que cela devient compliqué. Singapour est un peu le modèle, mais dans le processus jusqu'à arriver là, il faut des partenariats. Encore une fois, travailler avec d'autres villes avec lesquelles entretenir des conversations similaires, avec lesquelles on soit au même niveau. Aussi, on veut promouvoir les plateformes numériques. Oui, l'utilisation aussi de la IA, de l'intelligence artificielle. Voilà, il faut l'utiliser de nos jours. C'est une tendance essentielle. Comment alors garantir qu'on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle d'une manière bénéfique pour des pays comme le nôtre? L'intelligence artificielle peut s'avérer très utile aussi lorsqu'on travaille en faveur des aînés. En tant que ville, que région, il faut se préparer à utiliser la IA. Oui, ça peut nous aider à nous préparer vis-à-vis des défis. En utilisant l'intelligence artificielle, nous pouvons aussi faciliter l'échange des informations. Au niveau régional et global, c'est vrai que nous parlons des langues différentes. J'étais tellement impressionnée, c'est la première fois où je suis allée dans un congrès où il y a de l'espagnol, du portugais, par exemple, non seulement de l'anglais. Pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle aussi pour pouvoir partager les informations et nous comprendre les uns les autres aussi, même si c'est sûr que la communication parfois peut être une barrière. Utilisons l'intelligence artificielle pour faire des progrès vers l'inclusivité dans nos populations et aussi afin de pouvoir définir quelles sont les interventions les plus significatives pour les villes ou pour les communautés. L'intelligence artificielle peut s'avérer utile du point de vue de la planification concernant les activités, les actions. Aussi, ça peut nous aider à résoudre les problèmes. On ne peut pas nier l'importance de l'intelligence artificielle. Il faut être ami aussi de l'IA, qui peut s'avérer très utile pour réduire nos problèmes et pour surmonter les barrières. Voilà, Thiago, voilà mon résumé. Merci encore une fois. Merci à vous, chers amis. Si nos collègues ne savaient pas où se trouve Brunet, maintenant, tout le monde le sait grâce à cette énergie. Maintenant, voilà, on sait où Brunet se trouve. Et voilà, il faut voir cette compétition et cet esprit compétitif, où ça leur mène. Je sais aussi que vous tous savez où se trouve Grand Manchester, n'est-ce pas? Et pour connaître un petit peu mieux la situation, nous avons Nicola Waterworth, qui est la responsable stratégique de la stratégie en faveur des aînés dans le Centre sur le vieillissement du Grand Manchester. Elle va nous parler un petit peu de leur engagement déjà de longue durée. Elle va parler aussi des étapes à suivre dans cet engagement. Et c'est sûr que leur expérience va être très utile. Merci beaucoup pour m'avoir donné l'opportunité de vous adresser ce matin. Bonjour. Et je voudrais commencer par vous remercier. Merci pour vos contributions tout au long de ces 2 dernières journées, mais aussi lors des conversations que j'ai pu maintenir avec beaucoup d'entre vous. C'est ma première fois dans ce congrès. Et je suis relativement nouvelle. Je travaille dans ce domaine seulement depuis 7 ans. Beaucoup d'entre vous avaient beaucoup plus d'expérience par rapport à moi. Mais cela a été un privilège, voir votre passion, votre engagement, vos idées, vos expériences.
Oui, comme la collègue a dit, c'est sûr que nous allons rentrer chez nous ayant appris beaucoup de choses. Et vous avez été tellement généreux à partager ce que vous faites. Et voilà, je suis très fière aussi de mes collègues dans notre département à Grand Manchester. Oui, nous aussi, nous sommes des gens un petit peu fiers. Nous avons toute une histoire et nous voulons être une région novatrice, faire les choses différemment dans tous les domaines de la vie, mais aussi en ce qui concerne les changements sociaux. Et bien sûr, nous voulons être innovants en termes de notre engagement avec les amis des aînés. Nous fêtons notre 10e anniversaire et nous avons travaillé dans la région. On a commencé avec Manchester et Salford et on a travaillé avec les autorités locales des différentes communes. Nous sommes en partenariat entre gouvernements locaux, secteur public, société civile, institutions de recherche et aussi le secteur privé. Mais plus qu'un partenariat, comme Paul McGarry, que vous connaissez certainement. Nous sommes un écosystème, voilà ce qu'il dit. Nous sommes en train de créer une coalition entre des personnes avec des communautés, avec les leaders des organisations et tout cela dans des espaces très divers pour améliorer la vie de la population. Voilà. Nous sommes là, notre association est née il y a 10 ans, mais nous sommes là depuis plus longtemps, même si on n'était pas établi. Et il y avait déjà une grande expérience. Nous voulons créer des coopérations, collaborations, et c'est idéal de pouvoir faire amis. Nous sommes un mouvement amis des aînés et nous voulons tisser d'autres liens. Voilà, on va fêter 10 ans, fêter notre anniversaire, et il faut penser au passé, mais aussi à l'avenir. Et voilà, c'est sûr que dans le Grand Manchester, il y a encore beaucoup à faire. On a, oui, beaucoup de réussites ont eu lieu, des projets importants ont vu le jour. Certains d'entre eux ont été déjà présentés lors de cette semaine. Aujourd'hui, nous avons des investissements de presque 9 millions de livres. On est en train d'investir pour faire entendre la voix des aînés. Nous sommes en train aussi de travailler avec des architectes, avec les entreprises afin d'améliorer l'environnement bâti, nos logements. Et nous avons un projet pilote aussi dont le but est de soutenir les aînés dans des sujets liés à la santé et aussi à la connexion. Il faut donner de l'espoir, lutter contre les stéréotypes concernant ce que cela veut dire de vieillir. Oui, promouvoir les activités physiques, promouvoir l'accès à la culture, améliorer nos logements. Voilà les choses que nous faisons. Et nous luttons contre la pauvreté. Voilà. Ça, c'est aussi très important, surtout pour les aînés, pour qu'on puisse vivre avec dignité. Hier, on a parlé de l'héritage. On a parlé d'un héritage, de ces éléments qui doivent être durables. Et nous avons beaucoup fait. Mais c'est vrai qu'encore, il y a beaucoup de changements à faire et nous devons encore continuer à travailler pour pouvoir arriver à la totalité de notre population. Nous ne sommes pas encore là. Et nous savons aussi que les inégalités sont encore là, oui, pour beaucoup des résidents, des habitants. C'est sûr que nous avons une espérance de vie de 57 ans. Bon, un petit peu plus faible, plus faible par rapport à la moyenne du Royaume-Uni. Notre espérance de vie, elle est un peu plus faible, mais comme on a aussi entendu, nous avons des défis globaux qui sont importants, qu'il faut traiter. Encore une fois, des inégalités, des fractures concernant aussi comment envisager l'émergence climatique et aussi la vitesse à laquelle avance la technologie et l'intelligence artificielle.
sont là. Mais le plus important est que nous sommes convaincus du fait qu'il faut continuer un dialogue, parler, dialoguer, discuter concernant qu'est-ce que cela veut dire de vivre plus longtemps et aussi comment s'adapter à cette nouvelle situation pour naviguer dans ces eaux compliquées. Pour essayer de répondre à votre question, Thiago, oui, on sait que ce que nous voulons faire est mettre au cœur même les expériences et les voix des aînés. Nous devons continuer à coopérer à l'intérieur de notre écosystème. Tout cela sur la base des évidences. Tout ce que nous faisons doit reposer sur les évidences empiriques. Et il faut travailler à un niveau global. Lors de cette nouvelle étape, nous sommes engagés vis-à-vis de ce mouvement. Nous voulons continuer à être des partenaires et nous voulons bien sûr continuer à travailler tous ensemble parce que comme ça, on ira plus loin. On a parlé avec Thiago et on a déjà agréé que on va développer une proposition afin d'avoir un centre d'excellence chez nous dans le Grand Manchester. Ce centre sera là pour essayer de transférer tous les apprentissages. Un centre aussi pour établir des évidences solides qui soient à la base des actions à venir. On va améliorer l'impact de nos activités sur nos citoyens, sur les résidents, comme si c'était un phare qui va nous guider, qui va nous éclairer les chemins dans la navigation afin de pouvoir arriver à port sain, sauve, tous ensemble. Voilà, vous êtes tous invités. Merci. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Nous sommes tellement heureux de travailler avec Grand Manchester, de travailler avec vous pour pouvoir continuer à développer ce phare. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà été guidés par la lumière, par l'éclairage du Grand Manchester. Et voilà. Et maintenant, on va continuer à travailler ensemble. Merci, Nicolas. Et maintenant, depuis le Grand Manchester, qui est une région complexe, on va passer à Pescueza. Constancio Granado Pérez, des amis de l'association de Pescueza en Espagne, va nous parler un petit peu plus concernant l'expérience d'une action très très concrète qu'ils ont conçue à Pescueza qui permet de donner une durabilité à leurs engagements. Alors Constancio, comme vous voulez. Bonjour Thiago, merci. Merci aux organisateurs pour avoir invité le monde rural dans un forum comme celui-ci. Et merci à cette ville magnifique, Pescueza, une commune espagnole en Extremadure, dans la province de Cáceres, à côté, pas loin de la frontière avec le Portugal. Nous n'avons que 150 habitants. C'est dur à dire, hein, après avoir entendu les chiffres d'autres communes, d'autres villes. Et je vous le dis parce que la nôtre est une proposition éminemment rurale. Mais il est vrai aussi que 55% des communes en Extremadure, et il y en a plus de 300, ont moins de 1000 habitants. Et 85% n'arrivent même pas à 5000 habitants. Mais cette réalité, un peu curieuse, c'est une réalité partagée par beaucoup d'autres communautés espagnoles. On est en train de parler d'une proposition rurale conçue pour des communautés de petite taille, rurales, paysannes, parce que la ruralité n'est pas quelque chose d'isolé. Pour nous, on est en train de parler de tout un territoire qui ne peut pas se dissocier de la réalité. Lorsqu'on dit que d'ici 20 ans, 30% de la population sera vieillie, à ce moment-là, je ne peux que vous dire, arrêtez. Mais nous, cela fait déjà 5 ou 10 ans où nous avons 40, 50, voire 60% de population aînée
vieille. On ne peut plus attendre. Il y a une urgence pour donner une réponse à cette réalité qui est la nôtre, qui est celle qui nous tient à cœur. Le territoire, le lieu de résidence. Les lieux de résidence ne peuvent pas devenir un élément disruptif, un élément d'inégalité, ni un élément de manque d'équité. Le monde rural n'est pas défini en opposition au monde urbain. C'est une culture différente. Et si on ne le comprend pas ainsi, et si les responsables ne le comprennent pas ainsi, on ne pourra qu'avancer très lentement avec des problèmes parfois irréversibles. La nôtre est une proposition petite pour un espace petit? Non, ce n'est pas ainsi, parce que collectivement, on est en train d'entamer un nouveau dialogue avec l'État. Oui, nous sommes en train d'exposer nos réclamations. On veut obtenir un modèle relationnel différent. Et ensuite, il faudrait encore un petit peu plus de cohésion. Et il faudrait élargir quelque peu notre mouvement. Quédate con nosotros, reste avec nous. Voilà, en 2011, comment nous avons appelé notre projet. Déjà, à ce moment-là, on était bien conscient du fait que la réalité était là, le vieillissement, la dépopulation, le manque de ressources était en train de devenir un vrai problème. Alors, le but était lequel pour nous? Il était très simple, notre objectif. Avec 150 personnes, le but était d'éviter l'exode, que personne ne se voit pas obligé à devoir partir parce qu'il n'y avait plus de services, parce qu'il n'y avait pas de services de soins. Voilà l'objectif, on voulait retenir la population. Et ça n'a pas changé. Nous avons enrichi l'objectif, mais cela reste encore au cœur même. Et on a mélangé deux éléments. D'une part, le pragmatisme. On a voulu donner des réponses réelles à des situations réelles avec des personnes concrètes. Et aussi tout cela d'une manière aimable. Oui, il ne s'agit pas de déguiser la réalité. Les noms et les propositions, on peut les appeler d'une manière ou d'une autre. On peut avoir du financement qui vient d'ici ou de là. Mais la vie de notre population est l'essentiel. On partait d'une réalité qui n'était pas favorable. Nous avions un centre de jour, un centre de ressources bâti, oui, mais on ne pouvait pas, il n'était pas opérationnel parce qu'on avait subi la crise financière. Et voilà, il fallait donner une réponse. Et étant donné qu'il y avait une syntonie pleine entre la volonté politique et la volonté de la communauté, on a pu créer un rêve partagé pour pouvoir trouver la formule. Nous tous voulions donner une réponse. Partout, je crois, mais surtout dans une petite commune comme la nôtre, il y a un équilibre entre, d'une part, une administration qui est presque toujours lente, qui est là avec leur réglementation. Et parfois, cela laisse peu d'espace à l'innovation. Alors, cette administration lente s'est combinée avec un marché d'entrepreneurs dynamiques, agressifs, voire, parce qu'ils ont découvert le potentiel économique du secteur des soins. Mais les zones rurales ne sont pas rentables pour eux parce qu'on parle que d'une quinzaine, une vingtaine d'utilisateurs. Et cela va se combiner avec un troisième élément qui est la force du monde associatif. Et vous pouvez imaginer de quoi je vous parle. Dans notre cas, on manquait de ça, mais je voulais attirer votre intérêt vers deux éléments qui sont essentiels. D'une part, la racine du système productif. Dans ces communautés rurales, agricoles, dans des régions où il pleut très peu, où on a subi beaucoup de problèmes, nous avons un élément culturel, oui, parce qu'il faut vraiment comprendre que nous devons être conscients du fait que nous sommes forts dans nos villages. Ne nous trompons pas, dans le monde urbain, les habitants
après l'émigration des années 60, on le racine dans les villages. Et voilà pourquoi en été, ils viennent chez nous et notre population est multipliée par 4. Et voilà pourquoi nos villages, là, il y en a plein de maisons qui sont vides et qui sont seulement occupées pendant les étés. Mais maintenant, il y a un processus où ces personnes-là dans le monde urbain prennent la retraite et retournent et rentrent chez nous, encore une fois. Le système productif marque la différence de manière importante parce que nous devons mutuellement nous aider. Il faut qu'il y ait une réciprocité. Moi, quand on travaille, j'ai besoin de toi, toi, tu as besoin de moi. Et là, il y avait un rapport de dépendance important entre les personnes. Mais tout cela, c'est dilué, c'est mitigé. Et pourquoi? Parce que le système productif n'est plus là. Et alors, dans cette réalité, l'individualisme prospère et les rapports sociaux ont souffert, ont beaucoup changé. Voilà pourquoi il faut savoir que faut-il traiter, mais aussi comment l'envisager. Et ça, c'est un élément clé pour notre projet. C'est vrai que nous savions parfaitement bien que le vieillissement, c'est quelque chose que nous tous allons subir. Il est vrai qu'à partir d'un certain... Oui, nous tous allons vieillir. Alors, c'était quelque chose que nous devions envisager avec la totalité de la communauté. Ce n'était pas exclusivement un projet pour les aînés, même s'ils sont au cœur du projet, mais il fallait le faire à partir de la communauté pour la totalité de la communauté. Nous avons dit à maintes reprises que si nous prenons en charge nos aînés, nous sommes en train de nous prendre en charge nous tous. Et voilà pourquoi, la main dans la main avec la mairie, on a voulu articuler la participation depuis l'intérieur même de la communauté, mais en faisant de telle sorte que la communauté soit la protagoniste. Et on a créé l'association des Amis de Pescueza, où toute personne, indépendamment de son âge, pouvait s'y intégrer. Et c'était l'exemple clair, la manifestation claire de soutien à cette idée, à notre engagement. Et je peux vous dire avec énorme satisfaction que nous avons 120 membres et nous avons 150 habitants, comme je vous l'ai dit. Alors vous voyez le degré d'acceptation. Nous avons intégré tout le monde. C'était un engagement. C'était aussi une forme, une manière de travailler, le sens d'appartenance à la communauté, l'identité. Cela nous a toujours paru très important, surtout étant dans une toute petite communauté. Mais je vous ai dit que nous sommes pratiques, pragmatiques. Si vous connaissez le monde rural, vous savez que on ne peut pas raconter d'histoire. Il fallait donner des services réels pour répondre à des situations réelles. Dès le début, l'association s'est occupée de gérer la totalité des ressources canalisées depuis d'autres institutions pour la population. Voilà, pour gérer notre centre de jour. Loin d'être une institution ou tout simplement un bâtiment, notre centre de jour a toujours été la plateforme qui nous a permis de traiter beaucoup de services. Nous avons une petite cuisine, un véhicule électrique qui nous permet de nous mobiliser, de nous déplacer. Nous avons voilà, une voiture et des services, et les services essentiels. Et notre centre de jour a commencé à travailler dès le début, en 2011, entre de 8 heures du matin jusqu'à 22 heures. Et ensuite, tout le monde rentrait chez soi à dormir, parce que c'était l'objectif. On a beaucoup lutté pour que ce centre de jour, pour que cette maison soit l'élément essentiel pour nous enraciner. Le centre de jour travaille non seulement avec des personnes dépendantes, mais aussi avec des personnes qui ne sont pas dépendantes. Le centre permet aux résidents tout simplement de pouvoir rester sur le territoire parce que nous sommes là pour les accompagner, pour les aider. Un autre élément clé pour nous a été
les aspects simples, la vie quotidienne. Il ne s'agit pas de créer des pièces de théâtre. Ben non, si on voulait y aller, on pouvait y aller, on buvait un café, sinon ensemble on allait à la pêche ou on allait se promener ensemble. Chacun allait continuer à faire ce qu'il faisait avant. On voulait respecter et ne pas changer les dynamiques de vie des personnes. On voulait tout simplement qu'elles puissent se réunir comme comme avant. Seulement, il allait avoir notre aide, par exemple, des services pour lutter contre la solitude non souhaitée. En 2011, on parlait très peu de cela. Mais nous avons déjà décidé de lutter contre le manque de protection des gens et qui ne se sentent pas isolés. Aussi, nous avons signé un accord public associatif pour la gouvernance du système. Dès le début, l'administration locale, la mairie et l'association, nous avons travaillé étroitement, la main dans la main, parce que nous avions besoin du point de vue économique, et aussi la mairie avait besoin de sentir que leur effort économique était utile pour les habitants. Voilà, on avait tous besoin de ce partenariat. Et c'est encore le cas. L'approche reste encore là. Et on a créé 15 postes de travail. Imaginez, c'est la plus grande entreprise, non seulement du village, mais aussi de la région, hein, cette entreprise-là que nous avons créée. Des nouveaux résidents sont arrivés à un moment donné. La BBC, la CNN, les Danois, les Italiens, les Français venaient nous visiter. Et voilà, notre activité a eu pas mal de retentissement à l'étranger dans les médias. Et on a compris que la politique sociale est le meilleur outil pour le développement dans ces communautés de petite taille. Il ne faut pas attendre qu'il y ait, je ne sais pas, des éoliennes qui arrivent. Ben non, il faut travailler convaincu du fait que le vieillissement peut devenir, au moins dans le monde rural, un atout, une opportunité énorme. En tant que principe important pour nous, nous avons toujours voulu travailler en faveur de la communauté, tous ensemble et avec l'idée de co-responsabilité financière. La totalité de nos services et de notre travail prennent cette approche en compte. Et c'était simple à faire. Oui, mais ce n'est pas quelque chose de simple. Nous, on a pu le faire. Ça a été facile, mais ce n'était pas simple toujours. C'est vrai que, voilà, on a réussi, on a eu nos histoires de succès. Et très vite, notre centre de jour est devenu le cœur du village. Dès qu'il y a une fête, tout va finir par se passer là. Et là, cela nous mène à parler de intergénérationnalité. Une vraie intergénérationnalité, ça ne pouvait pas être autrement. Alors, quand fallait-il faire cela? Oui, voilà, il fallait encore que la communauté commence à demander les ressources. Alors, on a commencé petit à peu, avec des services simples, services à domicile, centre de jour, ensuite centre de nuit. On a réussi aussi à bâtir 5 chambres. Nous avons un centre résidentiel, tout un tas de services complémentaires pour les utilisateurs de notre centre, mais aussi pour la population tout entière qui veut participer dans d'autres conditions différentes, qu'il y ait aussi, par exemple, un coiffeur ou un kinésithérapeute pour pouvoir offrir d'autres services. Et toujours personnalisé, sur mesure. Et dans notre cas, cela devait se faire ainsi. Depuis le début, nous avons assisté entre 20 à 25 personnes. C'est un village tout petit et de ce point de vue, la population ne contribuait avec aucun autre utilisateur qu'il n'y avait pas d'assez d'habitants. Nous l'avons appelé la communauté des soins. L'association est la clé du succès. Et il faut également évoquer le rôle important de l'administration locale. Et nous souhaitions donc
éviter que les personnes quittent leur domicile. C'est ce qui nous tient le plus à cœur. Et après donc ce parcours de 15 ans, nous pouvons dire avec une grande satisfaction, personne n'a dû quitter son domicile et ceci nous remplit de fierté. Et donc, nous avons pu remettre en valeur cette joie de pouvoir continuer à rester là où les gens souhaitent rester et faire en sorte que le projet de vie continue à suivre son cours. Conscient bien sûr de nos contraintes, de nos réalités et extrêmement conscient du fait que l'on peut construire une réalité différente, mais si le résultat n'est pas perçu, c'est-à-dire si nous ne contribuons pas à la société ni à la communauté, si l'impact n'est pas réel, le succès est assez difficile. Merci. Muchísimas gracias, Constancio. Un grand merci, Constancio. Merci d'insister sur l'importance des communautés rurales et de évoquer les liens entre le rural et le protagonisme, également l'importance de la participation avec plus de 15 ans. Merci beaucoup. C'est un exemple pour toutes les autres communautés du monde. Merci. Nous allons donc également écouter l'engagement des académies, de l'académie. Vous jouez un rôle majeur. Nous allons savoir un petit peu plus ce que le monde académique fait. Donc, je vais inviter Tamer Mohamed Soucha, qui est le directeur du Centre d'excellence pour le vieillissement en bonne santé de l'Université de Sharjah des Émirats arabes unis. Vous avez collaboré étroitement avec l'initiative Sharjah, Vie Amie des aînés, et promu le rôle du milieu universitaire dans ce domaine. Pourriez-vous nous dire en quoi les partenariats universitaires renforcent les actions en faveur d'une ville adaptée aux personnes âgées? Est-ce que vous pouvez nous présenter vos initiatives dans ce domaine? Merci beaucoup, Thiago. Tout d'abord, je voudrais remercier l'OMS de m'avoir donné cette opportunité de parler ici. Je remercie également les participants d'être encore ici, toujours ici dans la salle. Quand nous collaborons ensemble, on apprend beaucoup les uns des autres. Et j'ai appris le fait que le vieillissement est partout et nous concerne tous. Nous souhaitons avant tout avoir une population saine, autonome, participative. Nous souhaitons que nos aînés participent de façon active à la construction sociale, qu'ils aient un objectif dans la vie. Nous avons évoqué également le fait que les différents pays ont leur propre façon, leur propre perspective quand on parle du vieillissement. Lorsque j'ai rejoint l'université de Sharjah, je me suis aperçu qu'il y a un bureau gouvernemental, car Sharjah a été le premier projet mis en place. Mais quand je me suis rapproché d'eux pour connaître leurs initiatives, leurs démarches, j'ai dit génial. C'est génial d'avoir les ressources, les logistiques pour présenter différentes initiatives et démarches. Mais quel est l'effet? Est-ce que ces démarches sont réellement efficaces? Est-ce que ces démarches ont un impact sur la communauté? Je crois que, avant tout, il faut, pour recueillir qu'il existe une durabilité dans les communautés amies des aînés, il faut qu'il y ait des politiques qui soient menées par les communautés. C'est-à-dire, il faut aller voir les communautés pour leur demander ce dont elles ont besoin. Quand nous évoquons les différents piliers, les universités peuvent être présentes dans les 3 dimensions en même temps. Quand nous parlons des universités, nous pouvons apporter une rigueur scientifique. Nous pouvons également
mieux comprendre ce qu'est l'agisme au travers des données, des études qui ont été conduites par le passé. Mais nous pouvons également, lorsque nous analysons la scène, nous pouvons guider des politiques et nous pouvons émettre des recommandations. Et nous pouvons donc relever les défis. Au lieu de tourner en rond, nous pouvons dire, oui, nous n'avons pas fait ceci, mais nous devrions le faire de cette façon. Et je pense qu'en ce qui concerne notre activité, nous pouvons former des candidats à partir de l'université. Nous pouvons donc aborder des questions ponctuelles. L'académie a sûrement, ou les universitaires ont des compétences que d'autres n'ont pas. Donc, en nous penchant sur les initiatives, il y a énormément d'exemples qui viennent à la tête. Le premier exemple, c'est que nous devons travailler ensemble afin d'avoir une vision globale et pour une communauté en particulier, voir ce dont a besoin la communauté. Nous avons commencé à travailler dans ce domaine. Nous avons eu des idées de recherche, 4 ou 5, afin de pouvoir après aller vers des recommandations. Un autre aspect que je soulignerai, c'est que nous ne pouvons pas travailler seuls. Et la coopération interdisciplinaire est essentielle. Si nous travaillons dans le domaine des sciences sociales, par exemple, nous travaillons dans le domaine des transports en commun, de la technologie, nous sommes présents dans de nombreuses dimensions et il nous faut avoir une vision générale de tout cela. Donc, encore une fois, j'insiste, il faut donc collaborer avec différents partenaires et donc jeter les bases d'une collaboration interdisciplinaire. Personne ne doit rester seul et isolé dans son coin. Troisième élément majeur, j'ai constaté qu'il existe une brèche intergénérationnelle. La sensibilisation est très importante. Les jeunes ne sont pas toujours au courant de ce que nos aînés font. Génial. Oui, nous vieillissons tous, voilà, ça c'est sûr. Mais à Sharjah, dans chaque foyer, un de ses membres est un membre aîné. Et donc, du point de vue religieux, on dit toujours, oui, il faut qu'on s'occupe de mon grand-père, il faut être là pour lui, mais ce n'est pas que cela. Ces aînés ont le droit à être indépendants, à dire ce qu'ils souhaitent. Ils ont le droit à participer dans la communauté. Nous avons lancé des initiatives pour relancer cette brèche. Nous avons donc mis en contact des jeunes avec nos aînés, des jeunes architectes par exemple, avec nos aînés, pour que ces jeunes puissent jeter un nouveau regard sur l'avenir. Nous avons ce que nous appelons le comité des sages, c'est-à-dire nous avons des aînés qui ont un savoir-faire et qui sont là pour assister les jeunes, pour parler du passé, de qu'est-ce qu'ils pensent de la situation actuelle, comment se font les choses, par exemple. Et au sein de l'université, nous avons également compté sur des étudiants pour nos projets en matière d'assistance aux aînés. Ils ont donc abouti à certaines actions pour éviter que les aînés tombent par terre ou pour essayer donc de jeter des ponts entre l'université et la communauté. C'est très important. Nous essayons de combler les lacunes qui existent. Un dernier point que j'aimerais mentionner, c'est que les universités ont des fonds. Bien sûr, nous avons des fonds pour nos laboratoires, mais ces fonds ne sont pas toujours disponibles dans des communautés où il y a beaucoup d'aînés. Donc, si l'on a besoin d'aide pour analyser des données, l'on peut avoir recours à ces universités, ces départements pour mieux comprendre qu'il y a des problèmes avec, par exemple, des aînés à certains endroits et l'on peut utiliser toutes les ressources universitaires, les recherches qui ont été menées. Nous travaillons en équipe et ceci a porté ses fruits. Et nous pouvons ainsi relever un défi important, c'est que les aînés soient au cœur
de nos actions. Et nous ne nous limitons pas à nos perspectives. Nous essayons de nous tourner vers ce qui est important et qui pourrait donc s'inscrire dans cette culture. Et en même temps, nous essayons de rejoindre tous les autres pays qui travaillent dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup, Tamel. Sharjah a été un leader dans ce pays, a été le premier à rejoindre le programme d'affiliés. Il y a un renforcement de la collaboration avec les universités. Ceci est très important. Donc, merci beaucoup, Tamer, de votre collaboration. Maintenant, nous allons passer la parole à la société civile. Je voudrais donc inviter Paulette Metang, qui est la directrice exécutive d'Akamaj du Cameroun. Paulette, vous avez la parole. Merci. Thank you for my... Merci beaucoup, chers collègues. Félicitations. Bravo. Bravo pour vos présentations. Vous tous et vous toutes, merci. Merci d'être ici. Bonjour. Buenos días, en espagnol. Bonjour, voilà. Très bien. Allons-y au sujet. La population mondiale vieillit à un rythme sans précédent. Près d'1 milliard de personnes ont plus de 60 ans. Et ce chiffre devrait doubler pour atteindre 2,1 milliards, 2 milliards 100 000 d'ici 2050. D'ici là, 80% des personnes âgées vivront dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, comme c'est notre cas au Cameroun. Et voilà pourquoi il est essentiel de s'attaquer au problème des personnes âgées et de les organiser surtout dans les communautés rurales, dans le monde rural, dans les zones rurales. Les communautés peuvent veiller à ce que leurs engagements se traduisent par de réelles améliorations de la vie des personnes âgées, tout cela grâce à notre travail de terrain. Alors commençons par le début. Traduire l'engagement dans des améliorations claires. Alors l'action, notre appel à l'action passe par donner du soutien, créer soutien entre pairs et création d'espaces sécurisés. Mais sur le terrain, voilà, nous devons organiser des activités sur le terrain entre des pairs. Il faut travailler avec les associations, les ONG et aussi avec les comités consultatifs communautaires. Comme ça, cela permet aux personnes âgées de se soutenir mutuellement, de partager leurs expériences et de réduire l'isolement. Voilà le début. Voilà le début lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre nos agendas, nos initiatives. Ensuite, il faut passer à la communauté. Il faut identifier les besoins fondamentaux, les priorités. Les groupes doivent identifier ces priorités et il faut ne pas oublier qu'elles sont aussi nos limitations. Nous sommes dans un contexte de limitation. Ces priorités incluent, par exemple, sécurité alimentaire, dépistage médicaux, de l'eau potable, mise en commun des ressources locales, amélioration de l'agriculture, parce que suite aux effets du changement climatique, il faut contrecarrer ces effets. Les groupes sont très importants, mais nous avons aussi organisé les jeunes
un groupe, organiser un groupe. Et il nous aide, et cela nous aide à créer des espaces intergénérationnels, où par exemple les jeunes aident, par exemple, à faire le ménage chez les personnes aînées. Ils vont, par exemple, ils les accompagnent à l'hôpital, ils s'occupent de leurs médicaments, et ils assistent, ils aident les aînés aussi du point de vue numérique. À leur tour, les personnes aînées, par exemple, s'occupent des petits-enfants. Et alors, voilà, cette solidarité intergénérationnelle est essentielle aussi pour contrecarrer l'agisme. Alors, ces associations sont aussi là pour promouvoir les droits humains et l'importance de sensibiliser la population tout entière. Et aussi, voilà, encore une fois, pour lutter contre l'agisme. Passons maintenant à la deuxième partie. Oui, comment faut engager les leaders, les dirigeants locaux dans la mise en œuvre. Ici, les maires, les conseils municipaux, les chefs traditionnels et les chefs religieux doivent s'engager, être associés dès la conception et dans la mise en œuvre des actions en faveur des aînés. Et il faut faire preuve de leur engagement. Et voilà pourquoi il est très important au niveau local de pouvoir aussi inviter les dirigeants locaux à des événements afin de leur montrer l'importance et l'impact des questions liées au vieillissement. Et voilà, et partager tout cela avec la communauté. C'est sûr que les infrastructures adaptées aux personnes âgées profitent à tous les groupes vulnérables, comme les personnes en situation de handicap. Et voilà, il faut des groupes de travail conjoints. C'est sûr que les coalitions multipartites doivent regrouper les collectivités locales, les groupes confessionnels, les autorités chargées des transports et aussi les associations. Les communautés devraient établir des accords écrits avec les collectivités locales. Tout cela pour le concrétiser dans des actions réalisables. Et comme ça, par exemple, on a pu établir des activités très intéressantes comme des jardins communautaires. Et maintenant, je voudrais conclure en vous disant que les communautés, les associations des aînés et les dirigeants locaux jouent un rôle essentiel pour améliorer la vie quotidienne des aînés dans le monde rural, où les initiatives de solidarité et les partenariats locaux sont essentiels afin de pouvoir transformer les engagements en actions concrètes et spécifiques. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous essayons de mettre en œuvre tout cela dans notre pays, toutes ces mesures-là. En plus, l'application de la mise en œuvre des lois existantes et le soutien à la rédaction en cours de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes âgées, oui, qui est en train de se rédiger à Genève, favorisera la création d'environnements adaptés aux âgés, garantissant leur dignité, leur inclusion, leur indépendance, leur respect et leur bien-être. Merci infiniment pour votre attention. Thank you so much, Paulette. Thank you for your work. Merci infiniment pour votre travail et pour avoir évoqué l'importance des mouvements qui sont là sur le terrain partout dans le monde, essentiel. Merci beaucoup, Paulette. Et maintenant, je vous avais promis qu'on aurait deux moments importants. Et c'est que moi, je voudrais inviter quelqu'un à venir ici, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de parler des engagements, et on a parlé beaucoup d'engagements, mais il s'agit aussi de
de voir les exemples. Paulette nous a menés vers l'Afrique. Je voudrais inviter mon cher collègue Melanie Morgan, qui est membre du Conseil des jeunes et l'une des ambassadrices de ce congrès, parce qu'elle a quelque chose à nous annoncer. Ça va nous rendre très heureux, c'est sûr. Mélanie, quand vous voulez. Bonjour, chers délégués du congrès. Je suis très heureuse ce matin d'être ici avec vous tous et vous toutes. Si on veut avancer vite, marchez seul. Mais si vous voulez arriver loin, alors marchez, voyagez avec d'autres. Alors je suis ici pour vous annoncer qu'une nouvelle commune va rejoindre notre réseau. Une nouvelle ville va nous rejoindre. En Afrique, nous avons 54 pays, plus de 16 milliards de communes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de fêter un élément très important parce qu'il y a une commune pionnière au Kenya, dans mon pays, à Kotika, qui s'est engagée à adhérer au réseau. Ils sont en train de faire des progrès très rapides. Et ça, on le voit non seulement à Kenya, mais en Afrique, dans tout le continent. Voilà. Félicitations. Thank you very Merci encore. En tant que membre du Conseil des jeunes de l'OMS, nous sommes très heureux et fiers de cette initiative parce que l'Afrique est le foyer de beaucoup de jeunes. Et le fait de nous rejoindre reflète aussi la solidarité intergénérationnelle. À ce moment, je voudrais entendre un message envoyé par le maire de cette commune qui célèbre cette nouvelle excellente avec nous tous et toutes. Merci. Petite vidéo. Chers délégués, je m'appelle Gadi Kani, directeur municipal de la commune de Tika au Kenya. C'est avec une grande fierté et beaucoup d'enthousiasme que je vous annonce que Tika a désormais rejoint le réseau mondial des villes et des communautés amis des aînés de l'OMS. Ce moment important témoigne de notre engagement à bâtir une ville qui accompagne les personnes de tous âges, en particulier nos aînés. Tika, cette municipalité située dans le comté de Kiambu, est un pôle industriel et éducatif dynamique qui compte environ 700 000 habitants. Parmi eux figurent des aînés dont la contribution a joué un rôle essentiel dans le développement de notre communauté. Alors que nous poursuivons notre transformation vers une ville intelligente et inclusive, nous reconnaissons que le vieillissement n'est pas un défi. Il s'agit plutôt d'une opportunité pour bâtir des communautés plus solides, saines et solidaires. Pour rendre Tika plus adapté, ami des aînés, nous avons investi dans des infrastructures accessibles, notamment des allées piétonnes, des rampes, des accès aussi et des passages piétons sécurisés. Nous encourageons un système de transport non motorisé qui améliore la mobilité et la sécurité de tous les habitants. Nous avons également aménagé des espaces verts et ouverts qui favorisent les loisirs, la participation et le bien-être. Il est aussi important de noter que nous impliquons activement les aînés en tant que partenaires du développement pour veiller à ce que leur voix soit entendue. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les organisations représentant les aînés afin que nos politiques et programmes répondent à leurs besoins et à leurs aspirations. Pour l'avenir, nous avons une vision ambitieuse. Nous prévoyons de créer une communauté de retraite intégrée où les aînés pourront vivre dans des environnements conçus pour favoriser la santé, la dignité, l'autonomie et les liens sociaux.
Ces communautés auront accès à des services de santé, à des espaces sociaux et intergénérationnels, à des moyens de transport et à des installations de loisirs. Rejoindre le réseau mondial de l'OMS nous offre l'opportunité de tirer des enseignements des pratiques internationales, de partager nos propres expériences et innovations et de renforcer les partenariats qui accélèrent le progrès. Nous sommes convaincus que TICA peut à la fois bénéficier de ce mouvement et apporter une contribution. En rejoignant ce réseau, nous réaffirmons notre engagement à bâtir une ville où personne n'est laissé pour compte, où le vieillissement est accepté, soutenu, célébré. Nous nous réjouissons de collaborer avec des partenaires du monde entier pour faire de TICA une ville modèle adaptée aux aînés en Afrique et au-delà. Merci et que Dieu vous bénisse. Thank you so much. Also, I would like to acknowledge the immense Je tiens à reconnaître la collaboration de Michael Bihomo et un autre ambassadeur du Congrès au Kenya, et Joshua Bianca, mon collègue, fonctionnaire responsable dans la région. Donc, veuillez les applaudir. Malgré le fait qu'ils ne soient pas là, ils sont avec nous. Now we have our second breakthrough because Nous passons maintenant à un autre moment important. Nous pouvons donc, vous le savez, vous pouvez vous réunir. Vous avez entendu parler de Kochi, leur intérêt, le fait qu'ils vont de l'avant, qu'ils vont donc organiser une réunion. Nous avons écouté également l'intérêt de Zapopan qui vont créer également un événement, une manifestation pour nous réunir. Nous avons également entendu parler du forum de longévité organisé par Sao Paulo. Je viens de parler avec mes collègues. Cette année, ils s'attendent à avoir 25 000 personnes qui vont vieillir, qui vont devenir aînés. Et je suis sûre que toutes ces personnes, et ma grand-mère, l'une d'entre elles, va assister à cet événement. the next congresses in Et donc, ce sont plein de manifestations qui vont s'organiser. Nous avons pensé, et nous avons considéré que pour ce congrès, nous aurions besoin d'aller vers un autre continent, un continent où nous ne sommes jamais allés. Donc, je vais inviter sur scène Di Atu, du ministre de Santé de Singapour, qui va nous en dire un petit peu plus. Thank you so much, dear. Merci, Thiago. Je m'appelle Sushi du ministère de la Santé comme une partie de cette séance. Je suis heureuse de vous annoncer la tenue de la prochaine édition de ce congrès en 2028. So I think we're very honored. C'est un honneur pour nous de pouvoir prendre la relève et continuer à poursuivre les décisions. Nos collègues de notre département de santé à Singapour organiseront l'événement et ils sont ici avec nous. Nous sommes réunis pour l'organisation de cette édition. Nous sommes heureux de partager avec vous le programme de Singapour. Nous allons, je suis sûr, pouvoir écouter et entendre de nombreux exemples. Nous avons rajouté énormément d'exemples d'Asie, de Singapour. Et donc, ceci dit, merci beaucoup de vos échanges, de vos propos. J'espère que vous serez à Singapour en 2028. Un grand merci à toutes et à tous. So let me see how we are with time, and thank you so much once again. Bon, permettez-moi de me tourner vers la montre un petit peu, mais je pense que nous avons peut-être le temps d'une question. Désolé pour le retard, ce n'est pas évident. Donc, s'il y a une question pressante, allez-y. Une question pour nos panélistes.
n'hésitez pas à lever la main. Nous vous fournirons un micro pour la question. Sorry? Yes, absolutely. So I don't see hands raised and I Je ne vois pas de main levée. Nous sommes un peu en retard. Donc, je vais passer la parole à Amar, qui va nous donner quelques messages concernant la logistique. Merci beaucoup, Diago. Après ce panel très intéressant, je voudrais que nous quittions cette salle avec une dernière pensée pour refermer ce cercle des conversations. C'est clair que le vieillissement est différent et ne concerne pas qu'un seul ministère ou un seul département. Donc, j'ai vu que vos initiatives qui sont riches et que cette architecture qui renforce toutes nos actions ont découlé de Madrid, de la première édition de ce congrès. Et d'après tout ce que j'ai pu entendre, tout ceci est le fruit de la création d'un hub de longévité, ce hub qui va être organisé. Et cette initiative nous a permis de transformer la réalité de cette approche horizontale sur le vieillissement. Mais j'ai également entendu des voix qui disent « Est-ce que les actions qui sont adoptées sont pertinentes ?» Et je ne cesse d'entendre cela. Et je vous renvoie à Andrew Scott, un économiste, qui nous a dit « Nous avons atteint un point décisif. Nous devons nous tourner vers quelque chose qui est assez logique, assez raisonnable. C'est une démarche qui va prendre beaucoup de négociations, mais après, tout le monde aura compris de quoi il s'agit. Mais avant d'arriver à ce point, je vous invite à serrer les coudes et à continuer à monter cette grande montagne que nous avons face à nous. Merci. Merci de vos belles paroles. Donc, nous avons fini cette séance avec beaucoup de mots d'espoir et des lumières qui vont nous guider. Chers collègues, nous avons quelques instructions concernant la logistique, mais avant de passer la parole à notre hôte, je vais vous demander de bien vouloir applaudir nos panélistes. Et donc, je tiens à applaudir notre premier pays africain qui rejoint notre réseau. Et bien sûr, applaudissez Singapour qui va nous recevoir en 2028. Nous pourrions peut-être afficher, nous allons afficher le slide sur lequel devraient s'afficher les différents groupes de travail. Donc, j'attends la diapo, le slide, mais non, elle ne s'affiche pas. Donc, improvisons. Nous avons assisté à cette première séance plénière. Il s'agit maintenant de parler de l'avenir de notre réseau. Et j'espère qu'après la pause, vous allez nous rejoindre dans les différentes salles. Et j'espère que cela va s'afficher à l'écran. Mais donc, nous avons 3 groupes. Le groupe numéro 1, espagnol et portugais, Patricia et Flo, qui vont animer ce panel. Et vous allez rester ici. Après, nous avons le groupe numéro 2 avec Mélanie Ina, anglais, salle 8 et une salle française, Pierre-Olivier, dans la salle numéro 3. Et nous avons un groupe numéro 4, Judy Pamela et Fatima, dans la salle des posters, en bas. Ce sera en anglais. Numéro 5, Tamer, Anour Lerassa, et vous serez au salle numéro 3.
on divisera les deux groupes. Groupe numéro 6, Longi Elisa, salle numéro 9, anglais également. Et groupe numéro 7, Andrea, Elena et Andrea dans la salle numéro 10. Je serai là, donc n'hésitez pas à venir me voir si vous n'avez pas bien saisi la distribution des salles. Vous pourriez peut-être mentionner les salles par langue. Donc, pour les Anglais, ceux qui préfèrent dans la salle avec une langue spécifique, nous pourrions peut-être répéter. Espagnol et portugais, vous restez ici et revenir après la pause. Le groupe français, salle numéro 3, basque, salle numéro 10. Les autres, vous pouvez aller entre la salle 8, la salle des posters et 9. Voilà, ce sera tout. Merci. Muy bien. Say it again? Agustin is supposed to have sent you a slide. Yeah, but we got just a slide of here. I mean, no one tell us what to put. We got